Godefroy Longama, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te retrouver après ce premier entretien que nous avons eu. Avant de parler de la doctrine de la souveraineté, qui était donc en fait le propos qui devait suivre notre précédent entretien, j'aimerais qu'on refasse un tour par rapport à l'actualité récente. Donc c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre donc au Congo et aussi l'élection de M. Trump. Alors, quelle première impression d'abord sur le Premier ministre? Bon, si le Premier ministre est comme nous avions dit déjà depuis longtemps, que j'ai jamais vu au monde un président de la République qui va finir son mandat. Donc, puisse nommer un Premier ministre un mois avant la fin de son mandat, à quoi ça servirait? Je ne sais pas. Ça se passe seulement au Congo, ça se passe seulement que dans le monde d'aujourd'hui. Parce que ce qui se passe au Congo, comme je dis bien, ça a aussi des liens avec ce qui se passe à l'Occident et consorts. Donc, ce sont le même groupe de gens qui font traîner le peuple partout. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est une manière de provoquer encore le peuple congolais. Et c'est comme ça que nous disons que, ben voilà, le peuple va lui sanctionner. C'est tout. Alors, l'élection de M. Trump aux États-Unis. L'élection de M. Trump, comme on voulait dire vrai changement, et avec M. Trump, on a vu quelles que soient ses qualités et ses défauts, il l'a fait savoir à tout le monde. Et c'est ça ce qu'on voulait. On voulait plus léger de droite et gauche ou quelqu'un de droite qui défend encore les valeurs de gauche, qui n'avait pas une politique claire, tandis que M. Trump avait cette politique claire qui nous a fait savoir et c'est comme ça qu'on l'avait soutenu. Alors, nous allons passer donc à la doctrine de la souveraineté, qui est en fait le propos de notre entretien de ce jour. Encore un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas une question des concepts, c'est du réalisme en matière de la politique. Parce que comme vous le savez, je peux, au lieu de parler par exemple du Congo, en abordant toujours le sujet de la démocratie, je peux revenir par exemple en France, que vous vous souvenez de la Révolution française. C'est le peuple qui avait pris le pouvoir aux mains des dictateurs. Alors ce peuple-là voulait qu'il y ait l'égalité. Je donne l'exemple de la France, la fraternité et donc voilà la justice. Mais est-ce que vous pourriez aujourd'hui me dire que ce peuple français qui ont élu les élus, est-ce que les élus le respectent en tant que tel? La démocratie n'a pas retrouvé son essence véritable, comme j'avais dit l'autre fois. J'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait une démocratie réellement que le peuple puisse sentir. Ce n'est pas un truc où le président de la République décide, le président, et il fait cantonner le peuple comme étant des spectateurs. Non, nous n'en voulons plus. Et c'est comme ça que j'avais dit. J'ai dit, le pouvoir du peuple est complètement anéanti partout dans le monde. Je dirais moins, par exemple, en Suisse. Mais en France, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'autorité politique suprême de l'État, c'est le peuple français ou c'est François Hollande avec ses institutions? Je crois bien que ça doit être François Hollande avec ses institutions et pas les Français. Les Français, ils sont là en train de courir derrière François Hollande. Or, le peuple reste ce qu'on appelle le souverain primaire. Le peuple est l'autorité politique suprême. Mais qu'est-ce qu'il représente en tant qu'autorité politique suprême, par exemple, dans des pays comme la France? Nulle part. C'est la même chose pour le Congo. C'est comme ça que j'ai dit, je suis revenu toujours dans les éléments fondamentaux du droit, de la notion de l'État. J'ai toujours parlé qu'avant d'aborder ce que c'est un État, de parler même dans les notions primaires de l'État, vous avez toujours là le peuple. Le peuple d'abord, le premier point, c'est le peuple. On ne peut pas parler d'un État sans toutefois parler du peuple. Alors, nous allons aborder donc concrètement ce concept, le voir sous ces différents angles. Alors, qu'est-ce que c'est politiquement, juridiquement? Qu'est-ce que c'est sur le plan de la sécurité? Qu'est-ce que ça a comme incidence? Parce que nous savons qu'au Congo, les problèmes qui se posent notamment, c'est les problèmes qui sont liés notamment aux questions de nationalité, aux questions de sécurité, aux questions de minorité. C'est la nouvelle institution, comme je disais, et ça fait partie de l'exercice du pouvoir. Actuellement, au Congo, vous avez ce qu'on appelle, dans l'exercice du pouvoir, vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement,
vous avez des cours et tribunaux. Dans cet exercice du pouvoir, j'ai dit, il y a dans tout ce qu'ils ont mis en place, il manque quelque chose. Donc, il manque le peuple. Il y avait le Parlement aussi, j'ai oublié d'aborder. Donc, il manque le peuple. On a parlé des représentants, des représentants, des représentants, mais il n'y a pas une place pour le peuple. Et qu'est-ce qui se passe si le peuple veut revendiquer quelque chose? On lui présente les armes, parce qu'il n'est pas là. Et quand il est absent, ben, il faut se contenter de miettes. Et c'est comme ça que j'ai dit, je répète le mot j'ai dit, le président de la République, il est d'abord un peuple. Il ne faut pas que les gens ils nous mettent ça comme quelque chose, je ne sais pas. Le président de la République, il est d'abord un peuple. Il fait partie du peuple avant qu'il devienne le président. Quand on devient président, c'est une fonction. Ce n'est pas une domination par rapport aux autres. Non, vous êtes seulement choisi pour pouvoir remplir une mission. Et sa mission est de gouverner. De gouverner, donc de pouvoir gouverner et de permettre aux institutions de fonctionner normalement. C'est ça la place du président de la République. Mais ce qui n'est plus le cas. Donc le président de la République, c'est celui qui veut tuer quand il veut, quand le bon lui semble. C'est lui qui peut voler quand il veut, qui peut manipuler le bien de l'État comme il veut, il peut changer de loi. Ça, ce n'est pas le rôle du président de la République. C'est comme ça que j'ai dit, le peuple a donné un peu plus de confiance aux personnes qu'il a mis devant pour pouvoir gérer le pays. Donc, il s'agit de redonner au peuple plus de puissance, si je comprends bien. Exactement. Donc c'est et comme ça concrètement, que... comment est-ce que ça se passe? Et je n'ai pas dit n'importe comment, j'ai parlé de la doctrine à la souveraineté nationale. Qui dit la souveraineté dit l'État. Donc ce n'est pas n'importe où j'ai pu mettre ça. Mais j'ai dit, avant d'abord que cette institution puisse fonctionner, il doit d'abord mettre ses prérogatives en place. Quelles sont ces prérogatives? Voilà. Donc, le premier point, les gens ils vont pas commencer à me croire, mais c'est ce qui va marcher d'abord, les systèmes politiques, que la doctrine va d'abord demander avant qu'ils puissent fonctionner, c'est-à-dire que les élections, ce sera dans un système à la proportion. Donc, la proportionnelle aux élections. Exactement, ce qui veut dire que ça ne sera pas seulement la majorité qui va gouverner. Non. Ceux qui ont été bien placés vont gouverner. Dans le deuxième point, j'ai dit ceci. Pour que la doctrine à la souveraineté soit réellement fonctionnelle, là, on n'a pas encore touché le cœur même de la doctrine, mais c'est seulement le prérogative qui lui permettra de pouvoir entrer en matière. Donc, le gouvernement, le chef du gouvernement doit être nommé, choisi et nommé par le président de la République. Mais les membres du gouvernement devront être élus par le peuple. Vous comprenez? C'est pour éviter des combines de voleurs. Parce qu'ils sont là seulement à attendre qu'on va élire telle personne pour protéger nos intérêts. Ça ne sera plus le cas. Donc, les membres du gouvernement seront directement élus par le peuple. Ce qui fait que le premier ministre qui sera nommé par le président de la République, choisi et nommé par le président de la République, cette personne va pouvoir exercer le programme que le président de la République puis faire prétendre comme il a été élu, que voilà, je vais faire ceci, cela, donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Et de deux dans le gouvernement. Dans ce gouvernement, de gens qui seront élus. C'est-à-dire que ça sera toujours dans le système de la proportion. Et pas seulement au système de la proportion, le nombre de membres du gouvernement par parti politique devrait être limité. Quand vous descendez au niveau de la sécurité, le chef d'état-major général, parce qu'aujourd'hui, on nous choisit des étrangers qui viennent gouverner l'État. Le chef d'état-major général doit être élu par suffrage universel. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit élire les chefs des armées, parce que celui-là représente la sécurité. Ils doivent protéger directement son peuple.
Donc, c'est lui qui va organiser son Mais armée. quel recul le peuple a pour pouvoir choisir une telle personnalité? Parce qu'en Ah fait, oui, mais moi, je vous dis que à l'absence, le président de la République restera toujours le chef des armées. Mais le chef d'état-major général, c'est celui qui organise l'armée. C'est celui qui est le bras droit de l'armée. Le chef de l'État décide. Mais c'est lui qui rend les opérations réelles, c'est le chef d'état-major général. Donc lui, il s'est donné pour la sécurité de l'État. Et en même temps, pour toucher encore l'armée, je vous dirais aussi une chose, c'est que le militaire ne devons plus penser à briguer le mandat politique ou à gouverner politiquement. Même dans des situations des états d'urgence, ça sera toujours les civils. Ça ne sera plus les militaires. C'est les civils qui vont gouverner. Et toujours dans ce point-là, je descends maintenant dans le point de la justice, le procureur général de la République devait être lui aussi élu par suffrage universel, c'est-à-dire directement par le peuple. Ce qui fait que l'indépendance et la neutralité des institutions, comme je viens de les nommer, devaient être garanties par une autonomie qui devront répondre directement au peuple, mais pas au président de la République et aux partis politiques. donc toutes les fonctions militaires, Les fonc- politiques, disons Je le dis top seulement management le doit être... chef d'état-major Ok. général. Mais après, le président, en collaboration avec le chef d'état-major général, c'est-à-dire que ce ne sera pas son homme de confiance, ce sera l'homme de confiance du peuple. C'est à partir de là qu'ils vont négocier avec lui pour pouvoir nommer les officiers. Parce qu'il faut quand même identifier les officiers, il faut identifier leurs compétences pour dire que celui-là mérite telle place pour pouvoir être élu. Et ça donnera aussi... On n'a plus besoin que les politiciens nous disent que cette personne est une personne de confiance. Mais le chef d'état-major général qui s'est présenté devant nous, c'est lui qui viendra nous dire que ben voilà, la personne qu'on a choisie, c'est une bonne personne. Mais dans l'étape de pouvoir présenter leur dossier, ça reste le secret d'État. Ce ne sont pas des choses que je dois détailler ici. On ne peut pas commencer à prendre n'importe qui, on lui présente, on dit ben celui-là il va devenir le chef Mais d'état-major. c'est bien ce que j'étais en train de Donc dire. là, ça reste le secret d'État. On comprend bien que cette nouvelle institution ait la vocation donc à mettre en avant davantage la volonté de Du la peuple. population. Oui, et Donc, représenter réellement le peuple. oui, donc on peut comprendre, pour simplifier les choses dans le cas du Congo, étant donné qu'il y a toute cette problématique liée au Rwanda, que ça peut être une vocation à garantir le fait que l'état-major congolais soit dirigé par un Congolais, pour être clair et concret. Mais Est-ce ça? oui, ce que vous pensez comme ça, mais moi je ne le pense pas comme ça seulement pour le Congo. J'ai dit ça peut être aussi pour la France. Je viens de donner des exemples de la crise démocratique qui règne dans le monde. Ce n'est pas seulement au Congo, ça règne un peu presque partout. Donc, C'est comme ça que j'ai dit que si vous dites pour le Congo, je dirais oui, mais pas seulement pour le Rwanda. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, c'est l'ennemi. Demain matin, ça sera les meilleurs amis. Parce qu'ils sont des voisins. Je pense qu'on finira un jour à s'entendre et à collaborer. et le Parlement, quelle part il aura? Ben voilà, le Parlement, comme j'ai dit, comme institution qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, il aura encore, c'est ça ce que j'ai dit, ces gens qui devraient être élus, qui devraient déjà pour arriver à l'étape de présenter sa candidature, il y a des mécanismes qui sont en place qui restent, que je ne dois pas dévoiler parce que ça reste quand même le secret d'État. Les démarches internes, c'est ce qui représente vraiment le vrai secret d'État parce que la doctrine, quand on dit la doctrine à la souveraineté nationale, ce qui veut dire que la souveraineté ne doit pas seulement être quelque chose que tout le monde va balader avec dans la rue comme ça. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place là, qu'on ne peut pas dévoiler comme ça, qui restera des secrets d'État, qui permettra de sorte que ces candidats puissent se présenter devant le peuple. Vous Non, voyez? mais justement, si on évoque le secret d'État à chaque fois, lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on évoque le secret d'État peut être une entorse à la démocratie, dans le sens où on peut penser que c'est quelque chose qui est caché, et Non, non, non. Non, c'est comme dans la si famille. si on parle de,
de secret d'État, quelque part, on n'évoque pas la transparence qui est un peu le propre de la Si, 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 démocratie. si, si, si. Il y a tous les mécanismes là, ça va se faire de manière, il n'y aura pas des choses ambiguës. Mais j'ai dit, vous savez, quand nous sommes dans la famille, on peut avoir des amis, les enfants, ils peuvent avoir aussi des amis. Quand ils viennent chez nous, ils vont voir que, bon, voilà, les parents, ils sont là et tout. Mais comment la famille fonctionne, on ne peut pas tout donner aux camarades de dire que voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours, tout ça. Non. Lors de précédents entretiens, euh, tu évoquais notamment le fait que c'était la cinquième institution qui Voilà. viendrait mettre en place qui compléterait le dispositif qui existe déjà. Cette entité, en fait, telle qu'on l'a définie, qui est donc une entité, pour reprendre tes mots, de suivi et de contrôle, Des sanctions. et de sanction, pardon, cette entité, comment est-ce qu'elle se compose? Parce qu'en fait, on ne peut pas Oui. imaginer un pays avec 10 millions de personnes qui siègent dans... Déjà, matériellement, c'est pas possible. Non. Est-ce qu'il y a des représentants et comment est-ce que ça se passe concrètement? Exactement. Les représentants, ils vont commencer, comme par exemple, je donne l'exemple du Congo. Les représentants de la doctrine commencent à partir des villages et ils doivent remonter jusqu'au sommet de l'État. C'est comme ça que j'ai dit que ces gens, c'est cette institution, c'est vraiment le peuple. Parce que ça ne sera pas, c'est eux qui vont bien contrôler parce qu'ils auront toutes les informations, donc du début jusqu'à la fin. La doctrine, ce mécanisme-là, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je ne dois pas le dire maintenant, parce que ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne spécifiquement chaque État. Et ils seront plantés partout, et ils vont travailler, ils ont un rôle magnifique qui est là, que je vois, mais que je ne dois pas divulguer. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est vraiment c'est pour renforcer la paix, renforcer une cohésion qui n'est pas beaucoup plus de laisser aller. Comprenez? Ce n'est pas pour mettre, entre guillemets, le contraire. La doctrine va permettre même les étrangers de venir, de vivre tranquillement et de retourner chez eux s'ils souhaiteraient rester plus longtemps, qu'ils restent. Qu'ils ne se transforment pas en bandits comme on a vu les Rwandais par exemple, qu'on les a accueillis et puis demain matin ils disent ah mais comme on connaît que les quatre coins on se transforme en bandits, vous voyez? Parce qu'il manquait ça, il manquait cette présence du peuple. Mais à travers la doctrine, on va remettre tout ça. C'est justement pour éviter qu'il n'y ait pas de conflits dans l'avenir, qu'il n'y ait pas de gros problèmes d'État dans l'avenir, qu'il n'y ait pas de crises d'autorité dans l'avenir. Et tout ça, ça va permettre le bon fonctionnement, pas seulement pour les gouvernants, mais pour les gouvernés aussi. C'est que le peuple se tiendra en compte que, ah, maintenant, comme je disais déjà hein, à la précédente interview, j'ai dit, mais il y a un devoir de peuple. Le peuple aura un devoir. Vous voyez? Hmm. Voilà. Il n'a pas seulement les droits, mais il aura un devoir. Et ce devoir passera par le courage de travailler. À ça, je ne mange pas mes mots. Il faut vraiment bien travailler et avoir la force et le courage et la détermination de travailler. Mais il faut leur donner des voies et moyens parce que quand on travaille, on ne voit pas comment, on ne sait même pas comment travailler comme c'est le cas aujourd'hui dans le pays, certains pays africains. Les gens, ils ne savent même pas comment travailler. Ils ne savent même pas comment travailler pour pouvoir, par exemple, réaliser une image. Ils ne savent même pas comment travailler pour pouvoir réaliser un verre qu'on peut boire de l'eau. Ils ne savent même pas comment travailler pour peut-être fabriquer le vélo, des choses comme ça. Le maison, ils sont incapables, on n'a même pas d'architecte pour pouvoir transformer ces parties du monde en un petit paradis. Non. Et tout ça, ça demande du travail. Mais ce travail, ils doivent le connaître, l'identifier. C'est comme ça que j'ai dit que dans le cadre de la doctrine, il y aura des principes, même au niveau de l'enseignement, qui doivent être déterminés pour permettre aux gens et encourager les... Il ne faut pas qu'il y ait seulement un gouvernement qui se met en place et puis qui commence à raconter des discours. Non. Ils doivent identifier réellement les besoins et se mettre au travail de ces besoins. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les ministres, quand ils passent, ils perdent leur temps à faire des réunions, à prendre des décisions et à gagner du temps, mettre plein dans le poche et après disparaître. Mais ça ne sera plus le cas.
Parce qu'il y a un organe de suivi qui sera en place. Et d'ailleurs, quand vous avez un organe de suivi et de sanctions, ça permettra aussi d'éviter des conflits et de renforcer la Comment est-ce qu'on évite responsabilité. des conflits? Les Comment est-ce qu'on responsabilités. évite des Non, c'est conflits? ça ce que j'ai dit, ça va éviter des conflits et de renforcer plus l'idée des responsabilités. C'est-à-dire que quand je suis là, je ne suis pas là pour me distraire, je ne suis pas là pour faire distraire les gens, mais je suis là pour servir. Est-ce que je suis capable de servir? Et on aura après donc le courage des démissions. C'est-à-dire qu'on m'a engagé, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'ai vu que je ne suis plus à la hauteur de remplir ma mission, je peux démissionner. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Démission aujourd'hui, ça devient un gros problème. Un problème de conflit et de vie. Vous voyez? Et pourtant, c'était quelque chose de simple que si vous n'y arrivez pas, démissionnez. Mais c'est vraiment ça. Je ne peux pas donner trop de détails. Ça reste un secret d'État. Ça reste un secret de tout un peuple. Mais c'est fabuleux. Et c'est ça ce que j'ai Mais est-ce que toujours c'est dit. pas, est-ce que c'est, je veux dire, lorsqu'on parle donc d'idées politiques, en gros, pour pouvoir arriver à faire en sorte que les gens adhèrent à une idée, il faut qu'ils la connaissent un minimum. Mais effectivement, Donc, en parlant de secret d'État, je reviens toujours sur cette question, est-ce que ce n'est pas laisser penser qu'il y a une nébuleuse? Est-ce que ça ne fait pas penser, parce que lorsqu'on parle de doctrine, on pense aussi au Parti communiste chinois, par exemple, avec un organe très rigide et très dur. Comment est-ce qu'on peut garantir la souplesse et comment est-ce qu'on peut sentir vraiment que les les gens sont libertés libres? fondamentaux sont là. Et c'est ça ce que je viens de dire. J'ai dit très bien, le Parti communiste chinois, c'est des partis où il y a l'opacité qui règne complètement. Tout à fait, lorsqu'on parle de secret d'État, on parle Mais d'opacité. le secret d'État, c'est la manière dont il faut choisir les candidats. Donc, il y aura par exemple le filtrage des candidats, parce que tout le monde peut se dire que je suis chef d'état-major, j'ai servi ce pays, mais en Mais c'est des réalité, dispositifs qui existent déjà dans le sens ça où n'existe pas. Moi, je vous dis que ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui, on peut vous mettre n'importe quel chenille. Il suffit seulement que la base du groupe dise que c'est oui, c'est bon, et puis il passe. Et d'ailleurs, le monde du peuple n'est même pas reconnu. comment est-ce que ça va s'organiser? Est-ce qu'il y aura des élections tout le temps? Est-ce que chaque fois il faudra aller devant le peuple pour pouvoir se justifier? Est-ce que le modèle suisse ne t'a pas trop séduit et quelque part tu essaies de le dupliquer partout? Oui, il faut d'abord Parce revenir. qu'en fait, l'idée que ça J'ai m'envoie, c'est dit, la c'est pas démocratie seulement directe le à outrance. suivi et les sanctions. C'est une institution qui va d'abord donc mettre le suivi en place et les sanctions. Et j'ai dit que pour que qu'on puisse parler de la doctrine, pour que la doctrine puisse s'asseoir, j'ai donné les principes même démocratiques qui ne sont pas opaques, mais Des élections, démocratiques. tout Donc, à fait. des élections à certains endroits Mhm. de l'État qui sont très sensibles et qui sont aujourd'hui très opaques, que le peuple ne savent même pas d'où ça vient. Donc, j'ai pas triché les démarches. Mhm. Mhm. Donc, j'ai demandé les prérogatives et ces prérogatives sont automatiquement claires. Mhm. Ce qui fait que, je vous donne par exemple un exemple aujourd'hui. On vous dit que ben voilà, il y a quelqu'un qui apparaît tout de suite là, il dit ben, je suis Philippe et qu'on sort tout. Et puis Philippe, il connaît Godefroy. Et bon, voilà, comme il connaît Godefroy, après l'interview, j'ai dit ben, à partir d'aujourd'hui, je deviens candidat, tout ça. Et tout le monde dit ah, mais on est séduit par cette idée, c'est bon. Mais on ne connaît pas très bien cette personne. Et je vous donne l'exemple, par exemple, du Congo. Il y a eu des gens comme ça. Et que, parce qu'on a besoin de nous représenter quelqu'un. Nous comprenons ta générosité, donc à vouloir penser un système, enfin à repenser globalement la politique quoi, à l'échelle internationale. Mais bon, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de parler du Congo. Un des problèmes du Congo aujourd'hui, c'est la question de la nationalité. Hein. Ça revient, c'est venu au sujet de Joseph Kabila. Il y a même des gens qui en sont arrivés à parler du fait que Mobutu n'était pas congolais, qui était togolais. Bon, chacun porte un tout petit peu son opinion sur la question. Reste que le problème des nationalités, de la nationalité se pose aujourd'hui. Est-ce que la doctrine à la souveraineté nationale a une réponse sur cette question? Ben bien sûr, parce que quand on parle de peuple,
Donc on touche directement à la nationalité. C'est une question du droit civil et qui est directement liée à la Constitution. C'est vrai, il y a des petits problèmes parce que tous ces problèmes, c'est le problème des politiciens. Les politiciens nous créent des problèmes, ils n'arrivent plus à suivre leur mission. Il y a 4 ans en arrière, ils m'avaient posé la même question, si la nationalité et surtout si la double nationalité. Je disais que la double nationalité est évidente, à une simple raison, parce que le peuple, comme vous dites, euh, le monde bouge. C'est dans ce cadre-là que je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on peut voyager pour aller au Japon, on peut voyager, aller aux États-Unis et vivre aux États-Unis, voyager par exemple pour vivre en France. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne m'exprime pas au Congo, je suis en Europe. Ça reste inévident parce que, un, la nationalité d'origine, ça reste une transmission de sang. Coupe, on ne peut pas commencer à retourner encore en arrière, tout le monde le sait. C'est-à-dire que c'est vraiment une transmission qui vient d'un père avec une mère, un couple qui s'associe, qui donne naissance à un enfant, et cet enfant donc récupère automatiquement la nationalité. Donc il ne les récupère pas, mais il est transmis parce que l'enfant qui est né représente directement le corps du père et de la mère. C'est comme ça qu'on parle de la transmission du sang. Je ne peux pas utiliser le langage juridique qui parle des attributions et consorts. Ça va complètement détourner l'attention des gens qui nous suivent et ils ne comprendront rien, mais j'aimerais bien le dire de manière simple pour que ces gens qui mettent les enfants au monde puissent comprendre. Et de deux, il y a ces enfants qui sont mis au monde, ou nous les parents, qui voyagent. Et quand vous voyagez, vous n'allez pas toujours retrouver les mêmes personnes de votre nation. Vous allez retrouver les personnes d'une autre nation, d'une autre couleur de la peau, d'une autre culture. Et vous faites le même démarche, vous avez des enfants. Maintenant, moi en tant que Congolais, je fais les enfants avec une Suissesse. La maman a la nationalité suisse. Le papa a la nationalité congolaise. Vous croyez que cet enfant doit partager les deux parents? Non. Il y a maintenant une nationalité par naturalisation. C'est-à-dire que je suis en Europe, mon cas par exemple, je suis congolais d'origine, donc j'ai cette transmission de sang de mes parents congolais, mais je vis maintenant en Suisse, je me suis intégré et on m'a naturalisé. C'est-à-dire que le pays d'accueil a dit que cette personne veut vivre ici parce qu'il a ses enfants qui sont aussi en même temps aussi suisses, consorts, et il souhaiterait vivre à côté de ses enfants et puis il vit bien avec nous. Il veut demander de devenir citoyen. Oui, je dois acquérir cette nationalité. Mais à condition que je continue à montrer que j'aime ce pays et que je continue à respecter les institutions de ce pays. D'où vient donc le problème qu'au Congo, il y a ces problèmes de Voilà, nationalité? j'arrive. Donc il y a d'abord ça comme étant le premier point, parce que si on ne respecte plus, donc vous risquez d'être sanctionné. Mais vous pouvez être sanctionné aussi comme étant les citoyens de ce pays, parce qu'ils vous ont accepté. Ce qui est très important dans la situation, c'est quoi? Dès qu'on devient les citoyens de ce pays, on acquiert directement à la souveraineté de cet État. Et ça, les politiciens ne font jamais attention. On distribue la nationalité comme des cartes. Pour être élu, je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là et qui ont résidé pendant des années. Ce sont des gens qui parlent très bien avec moi, ils m'applaudissent à chaque fois que je passe. Il faut faire tout pour leur donner la nationalité pour venir me lire. Non, réfléchissons très bien. Parce que la personne qui acquiert
à la nationalité, il rentre dans la souveraineté de cet État. Il n'y a pas un petit peuple et un grand peuple. C'est très important. Je dis Alors, des choses. qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, Mais oui, est-ce qu'il mais faut le problème, verrouiller c'est quoi? C'est l'accession à la qu'il y a, il y nationalité? a toute une crise qui se met. Par exemple, aujourd'hui, on a vu les phénomènes qui se passent aujourd'hui. Parce que cette personne devient un criminel, lui, on ne va pas lui garder dans nos prisons, on va lui arracher la nationalité. Non! Il fallait bien réfléchir avant d'octroyer une naturalisation à une personne. Et dans le cas du Congo, concrètement? Ben voilà, par exemple, le Congo avec le Rwanda. Parce qu'ils sont arrivés comme ça, c'est des gens qui vivent avec nous, on leur donne la naturalisation. On les octroie. Et je dis bien, quand on octroie cette naturalisation, demain matin, il ne faut pas demander pour lui retirer, il faut juste lui sanctionner. À condition de dire que, marqué dans la loi, en tant qu'étranger, vous allez toujours avoir une naturalisation temporaire. Ça, je suis d'accord. Que celui qui est naturalisé à partir de tel date. Les droits, c'est quoi? C'est tracer une ligne claire, droit. Les droits ne doivent pas être comme ça. Ces gens qui se disent juristes et consorts, c'est eux le premier à nous manipuler. Les droits, ce n'est pas quelque chose qui est zigzagué, c'est quelque chose qui est droit. On peut chercher tous les mécanismes, mais de sorte que ces mécanismes qu'on a cherchés de gauche à droite puissent s'établir dans la ligne droite. C'est ça les droits. La question des minorités. Moi, je pense qu'il n'y a pas de minorité, mon frère. Il n'y a jamais de... Nous sommes des êtres humains. Un enfant, c'est un être humain. Un adulte, c'est un être humain. Une personne que vous ne connaissez pas, c'est un être humain. Un handicapé, c'est un être humain. Est-ce que ce n'est pas comme ça évacué, par exemple, le cas des Banyamulenge ou le cas des Pygmées et tout? Comment est-ce Les qu'on parle de ce genre? Banyamulenge, ce sont des réfugiés rwandais qui sont venus s'établir au Congo. C'est comme vous avez vu aussi les Interamouins. Ils sont là depuis 1996, du génocide rwandais. Ils sont venus. Nous sommes là, il y a beaucoup des étrangers qui sont ici en France, qui sont en Suisse, qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui fuient des guerres qui arrivent. Mais quand accueillir les gens devient un problème, on n'est plus des humains. Mais parler le problème de minorité, moi je pense que c'est une façon de minimiser les gens et l'être humain ne doit pas être minimisé. L'être humain a droit du respect à son intégralité. Donc si vous êtes dans un pays, parce qu'il y a un tribu qui en a, je ne sais pas, autant de millions, et que les autres ils sont seulement en centaines, et puis qu'on dit, ben, pour que vous deveniez comme nous, il faut que vous vous multipliez comme nous. Ça, c'est du blasphème. On n'a plus respect à l'être humain. Alors, nous avons Mais les abordé... Banyamulenge, ce sont des réfugiés rwandais qui sont venus au Congo. Ça, c'est un autre cas à part. Mais les Pygmées, ce sont des Congolais. C'est juste une sorte de tribu, comme on peut avoir les tribus Luba, les tribus Congo. Il n'y a pas de problème de minorité au Congo. Il n'y a pas de problème de minorité. Si quelqu'un il a le fond, c'est ça ce que j'ai dit, la doctrine. C'est ça ce que vous m'avez dit, que, ah non, mais tout ça. Mais la doctrine doit trouver sa force dans ses racines. Vous comprenez? Et si il y avait cette politique, c'est ce que je viens de vous dire, je ne veux pas donner des détails parce que ça fait partie du secret d'un État. Mais c'est ça, ce qui évite tout ça. Est-ce que les politiciens, il a besoin de voir ce qui se passe dans un village? Non, ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils gèrent le pays. On est d'accord. Mais il y a une institution qui s'occupe du peuple et de l'État, qui ne s'occupe pas de la gestion, mais qui fait seulement le suivi. En même temps, il se préoccupe du problème de la nation. Mais il ne gère pas. C'est très important ce que je viens de dire. Je ne dois pas faire les détails, c'est une interview, mais c'est un travail qui est tout à fait réel et qui doit redonner un peu plus de valeur et de paix dans le monde. Est-ce qu'il y aurait une dimension de la doctrine à la souveraineté nationale que nous n'avons pas abordée? La chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est la dimension spirituelle. L'homme croit à l'existence d'un être suprême qui est Dieu. Mais il fallait faire la part de religieux et Dieu. Dieu est représenté comme notre vie en tant qu'humain. Mais les religieux, c'est autre chose. C'est pour vous dire que
Là-dessus, il y a tout un travail qui est fait pour pouvoir aplanir et éviter des conflits des soi-disant croyants, consorts, pour respecter tout le monde et que tout puisse se mettre dans l'harmonie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la démocratie à la souveraineté nationale aborde aussi la question des religions. Voilà, la question spirituelle. Donc, il aborde aussi de sorte qu'il puisse remettre les choses réellement dans leur place. Mais ça, c'est comme ça que je disais que la doctrine, elle est vraiment un peu vaste. C'est quelque chose qui fait vraiment le tour de rôle de l'État. C'est vraiment, c'est comme le sang qui irrigue au niveau de nouvelles. Voilà, c'est ça la doctrine. Donc, c'est vraiment cette institution qui pilote, mais c'est pas ce qui gère. Sami Bativanga a été nommé Premier ministre au Congo, Mhm. ancien de l'UDPS. Oui, Euh, Vital Kamerhe n'a pas eu de chance, apparemment. Joseph Kabila vient de sortir une carte politique certaine en choisissant Sami Bativanga, qui était parmi les personnes qui ont tenu Kinshasa en 2015 en haleine et qui étaient à la base à Kinshasa de ce mouvement de rejet d'une nouvelle constitution. Est-ce que le 19 décembre à Kinshasa, Sami Bativanga est capable de pouvoir bloquer une révolution populaire? merci pour cette question. Ça, c'est une question que je ne voulais pas vraiment aborder ici parce que là, je parle un peu de l'État de manière générale et que la présentation de la doctrine à la souveraineté concernait tout le monde. Donc, c'était une question de la neutralité. Donc, il ne fallait pas toucher aux institutions. Ce que je vais dire clairement pour que tout le monde puisse me comprendre clairement, c'est que quand on dit le président de la République après le deuxième mandat, il ne peut plus se présenter. Ce qui veut dire que sa fonction politique en tant que président de la République est périmée. Voilà les termes. Le terme est périmé, tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que Joseph Kabila, le 19 décembre, il est périmé. Quelque chose qui est périmé, quand vous le prenez, vous le mangez, vous vous Est-ce qu'il y a intoxiquez. une capacité de Non, mais mobilisation au attendez, Congo? vous vous intoxiquez. La capacité de mobilisation, vous avez vu que l'IDPS a demandé seulement les discours le 19 novembre. Mais c'est tout le Congo à l'intérieur. C'est ça aussi l'importance de la doctrine au Congo. C'est tout l'intérieur des pays qui a été neutralisé. Ils ont manifesté donc à bloc. Mais le 19 décembre, les Congolais, comme je l'ai dit, ils n'ont pas peur de la mort. Mais puisqu'en fait, Ils ont seulement qu'une seule voilà. chose, l'amour de leur pays. L'enjeu, je pense, dans cette nomination, c'est le fait de pouvoir tenir Kinshasa. Non. Est-ce que Sami Bativanga est à mesure de pouvoir Mais bloquer toute forme de manifestation? Badibanga, d'abord, ça, le nom Badibanga, c'est vraiment un Congolais. Et Badibanga, ce qu'il doit savoir, c'est quoi? C'est de faire montrer à Kabila que ton temps est déjà fini. Mais il est Premier ministre. Mais Il a été oui, exclu oui, par il est Premier l'UDPS. ministre, mais il représente une institution qui est le gouvernement. Et ce jour-là, il peut dire que, ben voilà, à partir du 19 décembre, le président de la République n'est plus. Moi, je donne aussi ma démission parce que tout tombe. Vous comprenez? C'est un souhait. C'est C'est pas un un souhait, souhait. c'est une logique. C'est une logique et il n'a pas d'autre moyen de le faire que ce moyen-là. Parce qu'on avait demandé le dialogue national, que ce soit un dialogue inclusif. Kabila n'a pas voulu, vous avez vu. Moi, je vous avais dit qu'il ne le fera pas. Il est resté là depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Le jour de son départ, il n'a jamais évoqué une seule seconde que je vais partir Les élections sont en après mon mandat. 2018, d'après lui. Non, mais les élections n'est pas en 2018. Son mandat finit en 19 décembre, comme vous venez de le dire. Il ne faut pas non plus extrapoler pour mélanger toutes choses, messieurs les journalistes. Donc, vous avez été clair que le 19 décembre, son mandat s'arrête là. En Haïti, c'était la même chose. Le président, il a vu que son mandat était arrivé à terme. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je laisse le pays, les autres puissent préparer les élections. Il n'a pas été capable pendant plus de 15 ans de pouvoir préparer même les élections. Pendant 15 ans, il n'a rien foutu. Mais il n'a rien à faire là. Donc il a bien compris. Et là, on n'a pas besoin d'extrapoler les choses sont claires. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer?
Le pays appartient au peuple congolais. D'abord, c'est un. Ça, je le répète tout le temps. Kabila, d'abord, comme étant illettré, il n'a pas réussi à gouverner. Si aujourd'hui il n'est plus président, ce n'est pas la personne qu'on va regretter. Je ne sais pas, vous, en tant que journaliste, vous avez vu les bienfaits de Kabila, ses compétences intellectuelles, la gestion du Congo. Vous pourriez peut-être lui regretter, mais le peuple congolais n'a rien à regretter sur Kabila. Il n'a jamais existé. C'était un fantôme qui était au pouvoir, qui était là, qui ne disait rien, qui ne faisait rien, mais qui existait seulement dans la tête des gens comme étant chef d'État. Donc s'il part, et après le 19 décembre, comme il ne sera plus là, le pays va plutôt, le contraire, c'est que le Congo va retrouver sa bonne marche. Donc, il y a des personnes compétentes, on est nombreux au Congo pour pouvoir gérer. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour gérer une transition. Et les Congolais sont toujours ouverts à la démocratie. Ils sont toujours ouverts à la démocratie, ce qui veut dire que ce n'est pas un pays des abrutis comme Kabila l'a présenté. C'est un pays quand même des gens qui ont... Il y a beaucoup de gens qui ont étudié. Donc, après Kabila, le pays va marcher. Après Kabila, ce ne sera pas Kabila, le 19 Après décembre. Kabila, ce ne sera pas Kabila. Plus jamais, je viens de le répéter. Quelque chose qui est périmé, si vous voulez les garder, ça va faire pourrir tout ce qui est autour. Donc, on ne va pas chercher des problèmes, rajouter les problèmes sur le problème. Le plus simple possible, c'est qu'ils partent, déjà même avant qu'ils disparaissent. Il n'y a pas les gens qui vont commencer à lui chercher où es-tu. On aime tellement ce pays, on va s'occuper d'abord du pays. Mais s'il s'entête, il verra. Les Congolais, je dis quelque chose que l'homme a toujours peur, c'est la mort. Les Congolais n'ont pas peur de la mort. Ils ont juste le souci d'aimer leur pays jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila l'a bien compris. Vous avez vu comment il avait tué les gens. Est-ce que vous croyez que les Congolais devraient encore retourner dans la rue? Mais ils sont retournés en masse. Là, il peut mettre le policier qu'on sort, ça ne veut rien dire. On va détruire les camions de policiers là, ça va traîner dans le rue avec des pneus troués et on va s'occuper de lui. Mais ce que moi, je ne veux pas que ça lui arrive et qu'il puisse partir avant, c'est qu'il puisse tomber aux mains du peuple congolais. Et ça sera dur pour lui et pour ses amis. Or, le plus important, c'est de partir maintenant comme il est rentré comme ça, qu'il disparaisse comme ça, et puis voilà. C'est votre mot de la fin. Mot de la fin, parce que le combat va vraiment bien commencer là.